Comme toujours, avant de parler de la sémiologie de lésions, ici des lésions du tendon subscapulaire, nous aimons bien nous questionner sur la performance de l'outil et en particulier ici de l'IRM. On l'a dit, le diagnostic préalable à toute chirurgie ou toute prise en charge d'une lésion du subscapulaire est indispensable par l'imagerie, c'est dire l'importance de la qualité de cet examen et de son interprétation, mais malgré cela, est-on véritablement bon ? Au total, la série publiée par Giftopoulos il y a quelques années nous montre que la performance de l'IRM est relativement correcte malgré quelques nuances. Si l'on prend la totalité de lésions du subscapulaire, partielle ou complète, dans la largeur du tendon, la sensibilité est bonne à 80%, pour une spécificité à 91%. La valeur prédictive positive est toutefois relativement médiocre à 50%, signifiant l'existence de nombreux faux positifs. Si l'on regarde dans le détail, on retrouvera cette même performance très bonne et très sensible dans les ruptures complètes. En revanche, pour les ruptures partielles, à la fois la sensibilité est intermédiaire à 63%, ce qui signifie qu'on en rate un certain nombre de ces ruptures partielles, tandis que la valeur prédictive positive, elle, est vraiment médiocre à 36%, signifiant qu'on positive souvent à tort, qu'il existe donc souvent un surdiagnostic à l'égard de ces ruptures partielles, en tout cas sur une étude rétrospective sur compte-rendu proposée pour une série de patients consécutifs. Selon l'auteur, les causes de ces faux positifs résidaient dans l'existence d'une tendinopathie simple qui était prise pour une rupture, ou de lésions relativement hautes qui siégeaient dans l'intervalle des rotateurs, mais qui ne concernaient pas, ou en tout cas pas encore, les fibres hautes du tendon subscapulaire. Au total, on retiendra donc que les ruptures partielles sont moins bien vues que les complètes et qu'il existe un certain nombre de faux positifs posant la question d'un surdiagnostic de rupture partielle. On l'a dit, la performance relative de l'IRM dans le diagnostic de ces lésions partielles résulte tout de même d'une étude rétrospective sur des comptes rendus passés d'une série consécutive de patients. L'auteur, dans la deuxième partie de son étude, propose d'utiliser des critères précis de diagnostic et montre la nette amélioration diagnostique de l'outil. Avant d'exposer le point de vue de cet auteur, parlons brièvement de cette tendinopathie qui, oui, existe. On n'en a pas parlé dans le chapitre sur la physiopathologie, mais bien sûr, la tendinopathie non rompue préexistante à la rupture partielle est bien possible. Elle est de diagnostic parfois un peu sorcier. Elle s'exprimera sous forme d'une souffrance sans véritable rupture, des fibres hautes du tendon subscapulaire, ici présentes. Elle se traduira par une modification intermédiaire du signal T2 de ce faisceau visualisé dans les différents plans, et en particulier dans le plan sagittal. Il sera toujours bien de voir cette anomalie de signal dans différents plans d'études. En voici un exemple. Il n'existe manifestement pas de véritable rupture, mais dans tous les plans, on note bien un signal intermédiaire modifié de cette bordure supérieure du subscapulaire. Voici l'aspect un peu hypoécogène de ce faisceau supérieur dans le plan sagittal, retrouvé dans le plan axial en pondération T2, mais également, pourquoi pas, dans le plan coronal, sans discontinuité des fibres toutefois. La discontinuité, parlons-en maintenant, c'est le stade ultérieur, le stade de la rupture partielle. Et ce que Giftopoulos nous propose comme outil diagnostique plus fiable et certainement fiable, c'est d'utiliser deux critères qui doivent être concomitants. Une modification du signal T2 en avant du tubercule mineur, a fortiori avec interruption des fibres ou disparition d'un faisceau tendineux. Cette anomalie, cette modification de signal intermédiaire ou liquidienne devant être vue, et c'est le second critère, à la fois dans le plan sagittal et dans le plan axial. Voici l'illustration de cette sémiologie par un patient que nous allons comparer à l'aspect normal vu précédemment de faisceaux tendineux de signal faible et d'épaisseur relativement harmonieuse. Voici le déroulé du dedans en dehors d'une rupture partielle des fibres hautes. Nous allons suivre la jonction myotendineuse multifasciculée du subscapulaire. Nous verrons toujours à l'apex le tendon du long biceps. On se déporte vers le dehors. Notre tendon est multifasciculé, son signal est plutôt faible jusqu'à ce que
un hypersignal intermédiaire s'invite dans le faisceau le plus supérieur pour devenir de plus en plus marqué. Les fibres sont manifestement interrompues et le tendon sera même très modifié dans son signal à son insertion. On n'a plus l'alignement normal sur le nez de Casimir de plusieurs faisceaux de signal faible. Il manque bien à l'apex et sur le tiers le plus proximal le faisceau tendineux supérieur jusqu'à son insertion distale confirmée par la succession de coupes avant d'arriver, dernière coupe, sur la portion verticale du tendon du long biceps. Si l'on passe maintenant dans le plan axial, on se souvient de cet aspect de tendon de signal faible au contact du tubercule mineur, 15 mm en dedans du sillon intertuberculaire. Si l'on descend, on attrapera au vol le tendon du long biceps dans sa portion horizontale. On le suivra ensuite descendant en direction du sillon intertuberculaire. Et ce qui va nous frapper, c'est que à l'insertion haute du tendon subscapulaire, là où ces fibres devraient être de signal extrêmement faible, eh bien, on a un signal ici quasiment liquidien, ou en tout cas intermédiaire élevé, qui nous questionne grandement sur la qualité de ce tendon subscapulaire. En fait, quand on regarde bien, il y a même une interruption complète des fibres. Seule cette chape tendino-aponevrotique superficielle résistant, quand on descend plus bas, on va perdre cette anomalie de signal et récupérer des faisceaux tendineux normaux, moyens et inférieurs qui s'insèrent sur la partie basse du tubercule mineur. Notre tendon du long biceps, on l'avait noté ici, était perché et légèrement subluxé, très étalé le long de tubercule mineur, siège d'une attrition, d'un amincissement et d'une rupture partielle manifeste. Dans la seconde partie de l'étude de Giftopoulos, l'auteur prend les mêmes cas qu'il avait étudiés rétrospectivement, les soumet à des lecteurs en leur demandant de ne positiver qu'en cas d'association de ces deux signes. Et là, la performance diagnostique s'améliore très nettement puisque la sensibilité pour ces ruptures partielles passe de 63% en rétrospectif à 78% dans l'étude prospective. La valeur prédictive positive, quant à elle, passe d'un dramatique 36% à un excellent 71 à 83% en prospective selon les deux lecteurs. Le message de cette histoire est que les modifications de signal, c'est bien, mais les voir dans les deux plans sagittal et axial, c'est indispensable. Une seconde assertion que nous pouvons proposer est celle-ci. Voir des anomalies du tendon subscapulaire sur un plan de coupe ne suffit pas à poser le diagnostic de rupture du subscapulaire. Attention, en effet, au surdiagnostic évoqué dans l'article. Nous souhaiterions maintenant montrer une rupture un peu plus étendue en hauteur, atteignant même la totalité ou la quasi-totalité de l'insertion du subscapulaire sur le tubercule mineur. Pour rappel, voici à quoi ressemble notre tubercule mineur pointu en forme de nez de Casimir et sur lequel s'insérera sur 2 ou 3 coupes notre tendon subscapulaire fasciculé de signal faible sur toute sa hauteur. Quand on regarde le cas de ce patient dans le plan sagittal, on va dérouler les coupes du dedans au dehors, on quitte l'articulation gléno-humérale, on va observer l'aspect multifasciculé de la jonction myotendineuse du subscapulaire et déjà rapidement, très proximalement, on note qu'il existe une anomalie de signal dans les fibres les plus supérieures, nous confirmant bien qu'elles sont définitivement les plus fréquemment atteintes. Quand on va vers le dehors, on va perdre l'architecture multifasciculée du subscapulaire. Seules quelques fibres basses semblent encore de bonne qualité. En revanche, au-dessus, c'est un véritable chantier. Il persiste des fibrillations, quelques fibres superficielles résiduelles de qualité intermédiaire. Quoi qu'il en soit, on n'a plus cet alignement de cordes et de faisceaux. Cet aspect est pathologique. Il est bien celui d'une rupture quasiment complète du subscapulaire, exception faite de ces quelques fibres basses résistantes à la rupture et que l'on a imagées ici. Si l'on se déporte encore un peu plus latéralement, eh bien on confirmera que cette surface du tubercule mineur, ce nez de Casimir, est bien exempte de toute insertion du tendon subscapulaire normal. Or, on remarquera toutefois l'existence d'une structure globuleuse posée sur la surface qui manifestement est en continuité avec le sillon intertuberculaire et le tendon du long biceps qui y siège. Il s'agit bien du tendon du long biceps et si l'on le reprend à reculons à partir de la glène supérieure, on va bien en voir la trajectoire, l'aspect manifestement très hétérogène, possiblement fissuré en son sein, puis le fait qu'au lieu que l'œil
de Casimir reste à l'apex du nez, l'œil va descendre le long de la surface de façon tout à fait anormale en direction des narines pour se positionner même sur le tubercule mineur. Cette luxation du tendon du long biceps est très fortement suspectée. Dès lors qu'on y pense, on se précipitera sur le plan axial qui devrait nous le confirmer. En regardant bien, on voit ce biceps qui est ici, qui passe ensuite là. Le biceps est globuleux et placé en avant du tubercule mineur haut. On voit en rouge nos flèches qui montrent l'hypersignal en lieu et place de l'insertion du tendon subscapulaire à la partie interne et médiale de la gouttière du sillon intertuberculaire et sur le tubercule mineur. Encore une fois, on retrouve ce que l'on avait dans le plan sagittal, dans le plan axial, c'est-à-dire une anomalie de signal signant la rupture de haut grade du tendon subscapulaire. La subluxation du long biceps était quant à elle perçue sur toute la hauteur du sillon intertuberculaire. Voici l'aspect vers le bas, où l'on note quelques fibres résiduelles, possiblement du subscapulaire, se fixant sur le tubercule. Au total, une approche intéressante du tendon subscapulaire peut se faire dans le plan sagittal. Lorsqu'il existe une atteinte isolée du faisceau supérieur, on parlera d'atteinte du tiers supérieur. Lorsqu'il existe des fibres résiduelles très inférieures, on parlera d'atteinte des 2 tiers supérieurs. Enfin, lorsqu'il n'existe plus rien du tout, on parlera de rupture complète. Voici notre raisonnement. Cette description est assez grossière, mais semble satisfaire les chirurgiens, bien entendu. Comme montré par Giftopoulos, il faudra toujours que dans le plan axial, on confirme la présence de l'anomalie de signal au sein du tendon en regard. Au sein du tendon en regard dans le plan axial. Nous ne résistons pas à l'envie maintenant de vous montrer un autre cas sur 2 images figées, l'une dans le plan axial qui nous montre bien le sillon intertuberculaire ici, le tubercule mineur ici et une anomalie de signal intermédiaire en regard. Quand on corrèle cela dans le plan sagittal en se concentrant sur le nez de Casimir, là où il devrait y avoir un alignement de nombreux faisceaux jusqu'en haut, eh bien, on n'en a plus et on a même des zones de signal intermédiaire, voire liquidien. Tandis que parallèlement, le tendon du long biceps qui habituellement siège de façon apicale au tendon est venu s'inviter un peu vers le bas en commençant à glisser sur la surface du tubercule mineur. Au-delà de ces ruptures complètes dans lesquelles quelques fibres, soit superficielles et aponeurotiques, soit internes, semblent persister, des ruptures de haut grade, nettement plus anciennes et nettement plus sévères, se rencontrent parfois. Elles sont tout l'opposé de ce tendon normal qui en fait a disparu dans sa totalité et va se rétracter. Si l'on regarde les vues sagittales depuis le dedans et l'articulation vers le dehors, on notera très tôt qu'il n'existe absolument plus rien au niveau de la jonction myotendineuse en regard de cette articulation, sauf peut-être quelques fibres superficielles. En bas, ce que l'on voit ici, ça n'est pas le tendon subscapulaire bas, mais c'est bien ce ligament gléno-huméral moyen et inférieur, capsulaire, que l'on a désormais l'habitude de voir. Quand on se déporte vers le dehors, eh bien, on va continuer de ne voir qu'une petite chape superficielle, tandis que du liquide est en lieu et place de notre tendon. On arrive au niveau du nez de Casimir et de cette pente plate descendante. Il existe toujours du signal en regard de l'os sur toute sa hauteur et cet aspect déshabité sera confirmé vers le dehors. On continue notre voyage en direction du sillon intertuberculaire. Il n'y a toujours pas de fibre tendineuse multifasciculée en avant du tubercule mineur et ceci va se confirmer jusqu'au bout. En fait, on va pouvoir constater la même chose dans le plan axial. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de galbe tendineux que cette fine chape tendino-aponévrotique superficielle que nous vous avons montré. Celle-ci semble même s'estomper en regard des tendons des muscles coraco-brachiaux qui descendent vers le bas. En face du tubercule mineur, il n'y a absolument plus rien. Celui-ci est parfaitement chauve et l'on retrouve en bas un pseudo-tendon inférieur qui n'est autre en fait que la capsule et les ligaments gléno-huméraux inférieurs, ici nettement plus marqués en regard du récessus axillaire.
Nous en avons maintenant terminé de la sémiologie de ces ruptures du subscapulaire, insistant donc sur ce plan sagittal et ce plan axial. Montrons maintenant les signes indirects de rupture qui, quand ils sont présents, doivent nous évoquer l'existence d'un problème sur le subscapulaire. Le premier critère, on en a déjà parlé, c'est l'instabilité du tendon du long biceps. Effectivement, lorsque ce tendon vient se déporter très franchement vers le bas, ne restant pas au niveau de l'œil, mais descendant bien le long du nez en direction des narines, pénétrant même les fibres hautes du subscapulaire, eh bien, il y a un problème. Et là, le tendon est carrément placé au centre de l'insertion du subscapulaire, témoignant manifestement d'une lésion de très haut grade. On va donc se précipiter sur le plan axial pour montrer le déport vers le dedans de ce tendon au sein d'une dissection par le dedans des fibres du subscapulaire qui sont probablement réduites à ce niveau à peau de chagrin. Dans le plan coronal, on voyait bien un déplacement vers le dedans de notre tendon du long biceps sous le subscapulaire, alors qu'il devrait habituellement, quand on a l'œil, être un peu plus latéralement situé. Pour rappel, Walsh nous expliquait qu'une subluxation était associée à une rupture au moins partielle du subscapulaire dans 100% des cas, tandis qu'une vraie luxation avec déplacement majeur du tendon vers le dedans était dans sa série associée à une rupture partielle dans 45% des cas, une rupture complète dans 50% des cas, et n'oublions pas cette possibilité rare d'une luxation du biceps sans lésion du tendon subscapulaire, en fait est liée le plus fréquemment à une rupture traumatique de l'intervalle des rotateurs et de la poulie du biceps. Deuxième signe indirect de rupture classique, les remaniements kystiques du tubercule mineur. Ils feront l'objet d'un module à part pour en discuter la performance. La présence de microkystes au sein du tubercule mineur ou d'un œdème ou de remaniement de type œdémateux plus extensif au sein de l'os doit évoquer le diagnostic de rupture. Pour rappel, l'étude de Studler que nous détaillerons nous propose une sensibilité assez faible de près de 40% pour une spécificité relativement bonne à l'égard de la rupture, même si elle n'est pas parfaite. Dans son étude, ces modifications étaient en fait associées à l'ancienneté de la rupture, le temps que le liquide passe à travers la rupture, imbibe et pénètre l'os sous-jacent. Enfin, troisième signe indirect très intéressant quand on le voit sur les premières coupes dans le plan sagittal, eh bien, on le sait, l'atrophie et les troubles trophiques du subscapulaire, en particulier haut, offrent une bonne performance diagnostique, sensibilité de 50% et spécificité maximale. On comprend bien que lorsque les fibres hautes se rompent, le tendon sera de plus en plus rétracté, le muscle de plus en plus inopérant et celui-ci va électivement à sa partie haute en cas de rupture haute souffrir, s'atrophier et s'infiltrer de graisse, les parties basses résistant le temps que les fibres basses restent insérées sur le tubercule mineur. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est qu'une lésion du tendon subscapulaire est détectée en IRM sous la forme d'un foyer de signal intermédiaire ou plus élevé, visible à la fois dans les plans sagittal et axial. Le second point fort à retenir est que le faisceau le plus supérieur du tendon subscapulaire gagne à être particulièrement étudié dans le plan sagittal, car on le sait, c'est là que débutent en général les ruptures de ce tendon. Le troisième point fort à retenir est que les fibres tendino-aponévrotiques superficielles du tendon résistent fréquemment aux ruptures, mais ne comptent véritablement pas dans la classification des lésions, sauf pour les lésions débutantes du tiers supérieur. Nous en avons terminé avec le tendon subscapulaire et parlerons dans les prochains modules de l'anatomie et des lésions des tendons supraépineux et infraépineux. Je vous remercie de votre attention.